D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, d'instruction, avec plein de trucs en lion à la fin. Mais en gros, il s'agit de voir comment est-ce qu'on s'élève, on s'éduque, comment est-ce qu'on apprend dans ce monde, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui nous est utile. Et on va en parler avec notre intervenante qui s'appelle Cécile Caruel. Bonjour Cécile. Bonjour. Et on va avoir un plateau de 3 chroniqueurs exceptionnels. Donc Brenda, que vous avez vu tout à l'heure dans la mission précédente. Salut. Bonjour Farzan. Florence. Voilà. Bonjour. Ça va? Très bien. Super. Et Amédée. Bonjour. Voilà. Ravi de vous accueillir tous. Par où on commence, Cécile, cette école, cet apprentissage des choses, calcul, lire, écrire, commence par où? Eh ben, je propose de commencer par une citation que j'ai amenée. Elle est de J. Korczak. Alors, je vous la lis. Alors, se mettre au niveau de l'enfant, c'est s'élever. Vous dites, c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez, parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt le fait d'être obligé de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de s'étirer, de s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? On commence par cette citation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça va être l'éducation de demain, l'école de demain? Comme ça? Ne pas blesser? Moi, j'ai appris autrement. J'ai appris avec une claque comme ça. Un peu de douceur. Pour moi, ça fait référence et écho à la souffrance et une forme de souffrance que certains enfants peuvent avoir à l'école, de par un système qui apprend et développe certaines formes d'intelligence, alors que d'autres personnes évoquent qu'il en existe une multitude d'autres formes d'intelligence, au-delà de l'intelligence logique, mathématique, verbale, autour des mots. Il y a plein d'autres formes d'intelligence. Si on reprend ne serait-ce que la proposition d'Howard Gardner sur les intelligences multiples, il nous parle de 8 intelligences. L'intelligence spatio-temporelle, c'est mon fils qui se déplace partout dans la maison, qui déplace les meubles. C'est cette capacité de certaines personnes. Pour d'autres, ça va s'accumuler avec l'intelligence naturaliste, aimer la nature, s'intéresser à la nature, aux plantes, aimer jardiner. Ah, mon fils, il est comme ça. Voilà Alors, une tu autre vois, forme d'intelligence. Des fois, il se met des escargots comme ça, sur tout le bras. On a une ribambelle, une dizaine, une vingtaine. Et l'autre jour, il est venu voir sa nounou. Et sa nounou a pris un des escargots. Il m'a dit, nounou, elle a pris un escargot. Elle l'a mis par. Elle l'a écrasé avec. Quelle catastrophe. C'était sa famille à lui, tu vois, c'était son. Ouais. Et donc, je lui dis, bah, tu lui diras à nounou combien tu l'aimais. Mais comment on fait on voit en fait, donc il y a des intelligences selon toi, selon ces études, mais elles ne sont pas explorées dans nos modes d'éducation scolaire, même familiale. Traditionnelle. Scolaire, Ouais. voire familiale. Ouais. En gros, hérité, quoi. Genre, Oui, donc parce si on n'en que voulait pas, on nous le donne. On nous l'écrase, quoi. disons qu'à l'école, il y a, je ne sais pas comment vous le percevez, comment chacun d'entre nous le perçoit à travers notre propre éducation scolaire ou familiale, et puis celle de nos enfants qui sont à l'école. Mais moi, je vois bien, en tout cas, que pour ma part, dans mon enfance, ma part d'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire ma capacité à communiquer avec les autres, ça a été hyper réprimé, quoi. Alors que c'est une des formes d'intelligence proposées par cet homme qui ouvre la porte sur les intelligences multiples.
C'était mon besoin de communiquer avec les autres. Et c'est une forme d'intelligence. D'ailleurs, aujourd'hui, je transmets en formation, en coaching. C'est forme d'intelligence. Mais c'est pas du tout valorisé. Ça n'a pas été valorisé à l'école. Et maintenant, voilà, pour vous, les autres, qu'est-ce que vous en pensez Amédée, Brenda, de cette citation, de l'éducation, comment vous le voyez? Comment vous l'espérez? On parle d'intelligence. Ma perception, moi, de l'intelligence, c'est en fait, il y a deux choses. Il y a le développement des capacités intellectuelles, qui est une chose qui, pour moi, n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence, même si on utilise ce vocable. Ma perception, c'est l'intelligence, c'est notre capacité à vivre en paix et en harmonie avec soi, avec les autres et avec le monde. Et de ce point de vue-là, le monde, les êtres humains sont loin d'être intelligents quand on voit ce que l'on a fait de la planète, quand on voit notre rapport des uns avec les autres. Et je pense qu'il y a une vraie confusion parce que si on est à ce point intelligent, est-ce qu'on aurait réussi à trouver autant de moyens de s'autodétruire, et pas seulement nous, mais en fait toutes les autres espèces sur cette planète, et d'être pratiquement certain de détruire la planète avec. Donc on a quand même un souci avec ce terme intelligence, et de mon point de vue, ce serait intéressant d'y repenser, et ma perception, c'est qu'on devient intelligent quand on a une approche différente, c'est-à-dire apprendre à vivre en paix, d'abord avec soi, avec soi-même, avec les autres, et avec la planète. Et d'un point de vue, quand on commence à faire ainsi, alors on devient intelligent. On devient intelligent parce qu'on se respecte, on respecte les autres, on respecte la planète. Et puis là, il y a les capacités intellectuelles. On voit bien que les capacités intellectuelles ne sont pas toujours au service de l'intelligence. On le voit bien par rapport à tout ce qui se produit. Donc ça fait partie aussi de l'éducation. Peut-être qu'il faudrait valoriser un peu plus cette forme, je dirais, d'intelligence qui serait notre capacité dans l'intelligence dont à tu vivre. parles, Oui. Amédée, il n'y a pas de... c'est pas en premier lieu le lire et écrire et compter, mais c'est vivre ensemble, en harmonie, en coopération, dans cet amour absolu. Sinon, comment est-ce qu'on peut décréter qu'on est intelligent quand on voit l'état de la planète et voir nos rapports humains aussi destructeurs envers soi et envers les autres? Il y a un problème avec l'intelligence. J'avais lancé un débat comme ça sur Réunion la première, la radio, avec Claude Montanet. Le sujet, c'était 110 000 Réunionnais illettrés, ou analphabètes, je sais plus. Je disais, mais tous ceux qui sont lettrés et qui savent lire et compter, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne volent plus, ou qu'ils ne mentent plus, qu'ils ne sont plus hypocrites? Donc, il est évident que notre qualité d'humain, de vertu, n'a absolument rien à voir avec notre quantité de savoir, de connaissances, ni même l'ergonomie de notre cerveau, ce que le vendraient certains scientifiques. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Brenda, tu aurais quelque chose à dire sur cette citation, cette éducation? Justement, ce que cette citation souligne, c'est l'importance dans l'éducation des enfants de faire preuve d'humilité, de se mettre à leur, entre guillemets, niveau. Mais il ne s'agit pas de s'abaisser. C'est ce que cette citation exprime très bien, je pense, pour une raison très simple. C'est qu'on ne se connaît pas soi-même. Donc quand on ne se connaît pas soi-même, comment peut-on prétendre éduquer, instruire de jeunes enfants qui en plus sont à un âge extrêmement vulnérable et perméable à tout ce qu'on va leur transmettre? Et de par ma pratique dans la thérapie, pendant 15 ans j'ai exercé la thérapie et j'ai rencontré un nombre considérable de personnes en détresse psychologique, très, très traumatisées par l'éducation qu'ils avaient reçue de leurs parents. Alors, je parle au sens large, il y a l'école, mais il y a aussi la cellule familiale. Et le fait de considérer les enfants comme des êtres à qui on va inculquer un certain nombre de soi-disant valeurs, de croyances, d'idées. Et puis on va ajouter, à travers le système scolaire conventionnel, une masse d'informations, de connaissances théoriques dans des conditions... Ah ouais, on en a bouffé des tonnes. Dans des conditions terriblement ennuyeuses. Qui sont insupportables pour la plupart d'entre nous. En réalité, n'arrive pas à s'amuser en apprenant. On s'adapte, alors que c'est tout le contraire, alors qu'on pourrait très bien stimuler la créativité des enfants, leur intuition,
leur capacité d'imagination, de réfléchir aussi, de résoudre des situations, de vivre ensemble et de leur permettre d'apprendre à se connaître soi-même en leur donnant cet espace de liberté, puisqu'on parle aussi d'être libre, de liberté. Et cette liberté, elle n'est pas du tout un obstacle à l'éducation. À ce que j'en sais, j'ai entendu de nombreux témoignages d'adultes qui sont passés par des écoles non conventionnelles, des écoles où on laissait les enfants apprendre ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, et comme ils le voulaient. Et on a des personnalités qui sont sorties, qui sont célèbres aujourd'hui, qui sont passées par ce système. Alors ça ne fonctionne pas toujours pour tout le monde, mais en tout cas, ça va à l'encontre d'une idée reçue que l'on a sur l'éducation qui devrait être extrêmement structurée et transmettre un certain nombre de connaissances. Et pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est vraiment d'apprendre à se connaître soi-même pour trouver le bonheur, en fait, puisque c'est l'aspiration de tous les êtres. Albert Jacquard qui disait devenir une personne, à partir d'un individu, devenir une personne. Je pense qu'il parlait justement de ce qu'on disait la dernière fois, sur sortir de son identité individuelle et puis entrer dans la... Il disait aussi les systèmes de concours créent des tueurs. Il disait, parce qu'il était un polytechnicien, le journaliste lui demandait mais si vous n'avez pas fait Polytechnique, il dit bah alors il n'y aurait pas eu d'Albert Jacquard, disait le journaliste. Non, il n'y aurait pas eu de polytechnicien. Mais cette compétition qu'il y a en constance sur des milliers, quelques-uns sont sélectionnés, ça crée des tueurs. Amédée, tu voulais dire? Non, c'est devenir une personne. Je dirais, quand on va au bout de ce processus spirituel, la finalité, c'est de devenir personne. Personne, voilà. Oui, donc on oublie la personne. Exactement. Mais en fait, en oubliant la personne, c'est-à-dire qu'on oublie son identité sociale pour découvrir qui on est vraiment. Et je crois que la base de l'éducation, avant tout, c'est l'amour. C'est une relation d'être vraiment avec l'enfant et c'est permettre cet épanouissement. Évidemment, on a besoin d'apprendre un certain nombre de choses, mais dans le respect de l'autre. Et puis, comme le disait Brenda, qu'est-ce qu'on va transmettre ? Sur quelle base? Qu'est-ce qu'on va transmettre? Et si on se connaît si peu soi-même, et si on a des tas de croyances, formatages, et qu'on veut faire de même avec nos enfants, ben on voit bien ce que ça donne après. Des personnes qui se sentent prisonnières en fait de tout cela et qui ne cherchent finalement qu'à se libérer. Et c'est pas si simple de se libérer d'une éducation. Et certaines éducations qui sont vraiment comme des prisons, car elles sont des vraies prisons mentales que l'on peut traîner toute notre vie. Donc c'est vrai que c'est un sujet important. Il semblerait que ça ait été fait, formaté, pour pouvoir obéir à l'autorité et avoir une pensée un peu uniforme. Voilà. Obéir, avoir la pause, à la bonne heure, à faire un contrôle, être surveillé, avoir l'habitude d'être surveillé, être contrôlé. C'est vrai que la place de l'évaluation, en fait, elle me pose question. Parce que donc moi, dans ma famille, on a choisi cette année de faire l'instruction en famille. Donc c'était un choix, non pas contre l'école, mais vraiment un désir de vivre un peu autrement pendant une durée donnée. On s'est fixé 1 an au départ, parce que c'était un peu l'inconnu. Et puis c'était vraiment une motivation... je dirais intuitive, mais qui est difficile à expliquer. Avec mes 3 garçons, alors le dernier était un bébé, donc voilà. Mais voilà, quitter totalement une idée d'évaluer, c'est très difficile, je trouve, parce que ça donne quand même... le sentiment d'une certaine sécurité, il y a la bonne et la mauvaise réponse, enfin, ça pose quelque chose. La bonne et la mauvaise note, au-dessus, en desssus de la moyenne. Voilà, et puis, c'est des concepts avec lesquels on travaille beaucoup, ça. Oui. Qui a eu la meilleure note dans la classe? T'étais où par rapport à ça? Oui. Est-ce que ça va passer? Ça va pas redoubler? Oui, c'est ça. Et donc, ne pas évaluer, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu un monde inconnu. Ouais. Moi, mon expérience est encore très fraîche, mais je commence à observer tout de même que, je sais pas, la curiosité, par exemple, quand elle a de la place pour exister, c'est quelque chose d'assez puissant.
qui survient parfois voilà, d'une manière inattendue, mais ça peut être extrêmement précis, avec une très forte concentration. Et puis après, pouf, c'est parti, mais ça a existé. Et moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir observer ça. Là, Cécile, tu viens d'avoir autour du plateau on va dire des impressions qui vont un peu dans ton sens, ou dans le sens de ton choix, qui confortent ce choix, ou pas. C'est à toi de nous dire qu'est-ce que tu piocherais dans ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui te motiverait à continuer ou à changer l'école, comment tu verrais l'école. Parce que tu as sorti tes enfants de l'école parce que ça n'allait pas, parce qu'il y a des trucs qui ne te convenaient pas. Maintenant, qu'est-ce que là tu prendrais? Qu'est-ce qui te motiverait à changer cette école depuis là où tu es? Alors, moi, j'aimerais juste dire que j'ai pas de solution du tout. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'en l'état actuel des choses, il faudrait que tout le monde sorte de l'école. Ce serait, je pense, affreux. Parce que c'est vraiment un choix... déjà, ça les garde. On est tranquille. Alors, pendant qu'ils les gardent. Nous-mêmes, on n'arrive pas à s'en occuper. Je veux dire, on peut plus les supporter, nos enfants. Ça dépend pour qui. Ça demanderait un immense... T'arrives à les supporter tout le temps, toi? Si je suis à plein temps avec eux sans l'approche du travail et faire 3 choses en même temps, c'est OK. Hein. Ouais. Par contre, gérer d'être malade en même temps que je les garde, en même temps que je les garde, c'est pas la même. Ouais, c'est ça. En même temps que tu travailles, en même temps que machin. Voilà, c'est tout. On n'est plus comme des villages autrefois où on pouvait s'occuper les uns des autres. Moi, je me rappelle dans le village de mon arrière-grand-père, quand je voulais déjeuner le matin, je pouvais aller dans la maison du voisin. Et ainsi de suite. Quand j'allais chercher du pain, j'allais chercher pour tout le monde en fait. Et j'allais de maison en maison, je distribuais le pain. Et c'était un service gratuit, c'était pas genre on me payait ou quoi. Il y avait d'autres moyens de rétribution. C'était par exemple le sourire, l'amour, l'écoute, un instant, avec l'arrière-tante, etc. Mais ça, il n'y a plus. Maintenant, on est clôturé. Le voisin, on s'en méfie un peu. Pour peu qu'il boive un peu d'alcool, il a un gros chien, on l'évite, tu vois. Ouais, c'est binaire hein, quand même. Tout ce qu'on rencontre chez lui, encore, c'est la grosse crotte du chien en sortant de la maison. Non, mais je caricature, mais on est d'accord. On est divisé, quoi. Et puis du coup, on doit aller travailler pour aller gagner de l'argent, pour revenir dans cette société, avoir une dignité, entre guillemets. Donc, on ne peut pas y aller avec nos enfants. C'est normal dans le système dans lequel... Il faut les mettre quelque part. Et c'est quelque part, on nous dit, ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Je me demande s'ils apprennent plus la lecture ou l'écriture, on va se cogner les uns les autres. Tu vois, quand j'ai vu mon fils revenir des fois de chez la nounou, il cognait. C'était incroyable, quoi. Oui, puis on met beaucoup de temps après à désapprendre, en fait. C'est ça qui est aussi qu'on peut constater, c'est qu'on apprend beaucoup de choses et arrive un moment dans notre vie, on comprend qu'il est temps de désapprendre, qu'il faut se débarrasser de beaucoup de choses que l'on a appris. Et ça arrive à beaucoup de personnes réalisant qu'en fait tout cela, ça nous a formaté. Tout cela est basé sur des postulats, des croyances et qui nous ont finalement enfermés dans une certaine vision du monde. Et on apprend finalement à un moment donné. Alors sans doute qu'il est nécessaire d'apprendre un certain nombre de choses, mais qu'il faut faire attention entre, la limite n'est pas si simple, entre apprendre et conditionner, endoctriner, tout ça n'est pas simple, mais c'est important de s'interroger là-dessus pour laisser un maximum d'ouverture, de possibilités à l'autre ensuite de faire ses choix et des déconstructions aussi, plus tard, de pouvoir se dire, ok, j'ai bien appris un certain nombre de choses, mais elles ne me conviennent pas. Mais quand on apprend des choses qui deviennent des dogmes, des croyances, c'est très difficile. Parce que là, pour s'en débarrasser, c'est compliqué. Oui, toutes nos religions, nos consumérismes, nos concepts, nos croyances. Christian Berti disait, il faut une école parent-enfant, où l'enfant apprend à déjouer les conditionnements qu'on veut lui imposer, à dire non quand ça vient, et le parent, enfin l'adulte, à se déconditionner. Et ça, c'est pas une mince affaire apparemment. Déjà, on n'a pas les institutions pour. Oui. Il faudrait peut-être envoyer un message à la rectrice. Je si vous voulez pas de gens qui se déscolarisent davantage, mettons en place quelque chose. C'est ça. En fait, je pense qu'il ne faut pas
diaboliser l'école, parce que je pense qu'avec les moyens qu'a l'école, Ils se donnent du mal. il y a plein de professeurs super qui ont plein d'idées, etc. Non, on leur Mais dit, le- au lieu de vous faire du mal, La structure Donnez-vous du même bien. ne permet pas une école personnalisée de tant que ça. Enfin, il y a des moyens limitants, on va dire. mais c'est peut-être pas Mais- personnalisé. Là, par exemple, il suffirait de changer la structure d'un cours, en cours de maths. Mais la base de ce cours de maths, ce serait la rencontre de l'autre, la rencontre de soi. Mais on fait les maths quand même. Avec C'est- des expériences, avec des expériences. exemples concrets Voilà. qui correspondent à la réalité de l'enfant en fonction de Compte son le âge. nombre d'escargots. On va mettre sur la... Exactement. Voilà. Ouais. On les additionne, on les soustrait. Et puis il y a l'instruction scolaire et il y a l'éducation au sens large. Et je pense que là où il ne faut pas le C'est perdre ça. de vue, l'éducation, c'est pas, on va pas s'en remettre uniquement à l'éducation nationale. Et Oui. l'instruction scolaire, c'est une chose, mais il est important de considérer l'éducation. Que fait-on des valeurs humaines, des valeurs fondamentales? Est-ce que nous, dans le cadre de notre environnement familial, quelle place mettons de ces valeurs sur la Dans les solidarité, médias. sur l'écoute? Parlais tout à l'heure respect de la nature. ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'était en fait l'esprit de compétition. Oui. C'est aussi important d'expliquer que la coopération, c'est quelque chose qui marche bien, que c'est pas bête, c'est pas stupide, et que sans doute dans le temps, il faudra même très rapidement venir à cela. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut transmettre, des valeurs. Et quand j'ai dit transmettre, c'est dans le sens de permettre à l'autre d'en faire l'expérience. Parce que je pense que ça, c'est important. Quand on permet à l'autre d'en faire l'expérience, alors il peut à ce moment-là s'approprier parce que ça a du sens pour lui. Si on veut vendre quelque chose ou l'endoctriner, c'est pas une bonne chose, il peut y avoir un phénomène de rejet. Mais si on peut permettre, je parle par exemple de solidarité, avec Brenda, on a créé une ONG qui, il y a 17 ans, une ONG humanitaire, donc on aide des milliers de personnes dans le nord de Madagascar, et notamment on permet à des enfants très démunis d'être scolarisés. Et quand il y a des familles, par exemple, il y a des parrains, des marraines, il y en a beaucoup de la Réunion, des fois, qui viennent sur place pour rencontrer des familles qu'ils aident par le biais du parrainage, ben, quand ils font cette expérience, c'est pas abstrait pour les enfants et pour eux-mêmes. La solidarité, ça a du sens. Ils prennent conscience de ce que ce mot veut dire. Voilà, ils prennent conscience. Et beaucoup d'autres choses aussi. Ils prennent conscience aussi d'autres choses comme des enfants qui peuvent être extrêmement vivent de façon dépourvue dans l'extrême pauvreté et pour autant Être en joie. être en joie, Oui. voilà, exprimer le bonheur, etc. Ça, c'est des choses qui marquent beaucoup les personnes qui viennent découvrir sur place à chaque fois qu'ils viennent voir ça. C'est une interrogation. Pour ça que dans l'éducation, effectivement, il y a tout le volet scolaire qui a son importance, évidemment, mais on a tout un volet qui nous est propre en tant que parents, qui est de notre responsabilité. Et je pense que là-dessus, on a tous un rôle à jouer. Et qui est vraiment très, très important à ce niveau-là, sur cet aspect-là. Moi, je rebondis sur ce que tu disais, parce Oui. que non, pour la question, comment serait vivre libre, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer je pense qu'effectivement, il ne faut pas de séparation entre instruction et éducation. Ça n'a absolument aucun sens. Et il faut aussi essayer du mieux qu'on peut de ne pas induire de schisme entre le monde de l'école, des apprentissages, et puis le monde de la famille, et l'environnement. Et les l'environnement. médias, les dessins animés. Et en fait, Nous, moi, notre fils, par j'ai- exemple, le ouais. dessin animé, il regarde pas. Ça l'intéresse plus. Parce qu'on l'a mis devant des animaux. Et du coup, il veut voir des pingouins, il veut voir des girafes, des choses comme ça. Ouais, Ouais. moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des jeunes en milieu scolaire, et c'est vrai que
On a fait des ateliers pour libérer un peu la parole sur l'estime de soi, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était flagrant ce manque d'espace en fait dans le milieu scolaire pour pouvoir parler de soi, de ces questions existentielles, et que en fait c'était pas le lieu, c'était pas. Et en fait dans le monde du travail c'est un peu la même chose. Il y a cet adage que nos émotions ou les choses qui vont pas bien à la maison, elles restent à la maison, et puis on sépare on compartimente les espaces et on va avec la personne qui correspond à l'espace. Donc Les discussions d'adultes avec les adultes. Soi-même, on apprend assez tôt à rentrer dans une case. Dans le bon espace avec la partie de ce qu'on est qui correspond à. Une identité, un truc factice. Et je pense qu'en fait, il faut essayer de recréer. Alors, encore une fois, moi, j'ai pas les solutions. Non, on n'a pas. Mais de recréer des espaces où on peut exister entièrement en tant qu'être humain. Et à l'école, je sais pas, c'est une idée comme ça, mais est-ce qu'il y aurait un espace libre d'attente ? C'est-à-dire qu'un espace d'expression où il y aurait aucune évaluation, aucune attente, mais qui serait ouvert même pendant les heures de cours et où les élèves qui en ont rien à faire d'un cours puissent aller, comme ça ils dérangeraient pas les autres, et puis et où ils auraient. J'ai vu ça au lycée. Ça s'appelle la maison des lycéens. Il y a 3 billards. Voilà. Pas d'attente. Donc certainement il y a plein de choses qui existent déjà. Ça peut être l'atelier, l'atelier juste le rond de discussion. Ça peut être l'atelier philosophique où on aborde tout type de sujets autour de la vie, de ce qui a du sens. De la coopération, mais aussi de l'empathie, de l'ouverture d'esprit, de la tolérance. Tout à fait. Finalement, tout un tas de sujets. Et puis parler des émotions. Tu parles. Parce qu'on est Moi, j'imagine le prof qui est stressé, qui on enlève les salaires qui sont plus indexés sur le taux d'inflation, et qui a de plus en plus d'élèves avec de plus en plus de contraintes. Il ne peut plus être bienveillant dans ce contexte-là. Non, en plus, tout le monde devient la difficulté grandit. Ouais. Du coup, mais non, on ne veut pas croire dans un monde où il n'y a pas de solution. Nous, on pose comme postulat un monde dans lequel il n'y a pas de problème, Brenda. Je crois qu'il y a des solutions en réalité, mais là vous parliez aussi d'avoir des espaces pour un peu souffler, mais ça veut dire que le reste du temps, on est en apnée, donc on a 6 ou 7 heures de cours par jour, et les enfants, ils ont des cartables qui pèsent une tonne. C'est clair, on souffle, on y retourne. Ils travaillent autant que des salariés, en fait, que des adultes qui doivent faire des pauses pour décompresser un peu. Je pense que surtout, ce qui pourrait être intéressant, une piste intéressante, mais c'est ce qu'explorent aussi les écoles alternatives finalement, c'est d'imaginer d'autres moyens, d'autres façons d'enseigner, d'apprendre, en associant beaucoup plus les enfants, en les plaçant plus comme des acteurs qui jouent avec un certain nombre d'éléments sous une forme ludique, théâtrale. On a aussi les neurosciences ont bien mis en évidence notre capacité d'attention, même en tant qu'adulte. On peut rester hyper concentré, hyper focalisé pendant 20 minutes, mais après notre cerveau, il tourne un petit peu dans le vide parce que c'est son fonctionnement. Donc on ne peut pas demander à des enfants de rester comme ça à écouter un prof et qui écrit au tableau dans une attitude passive. Donc je pense qu'il y a beaucoup de disciplines aujourd'hui qui pourraient entrer à l'école. Ce serait intéressant que ça devienne beaucoup plus pluridisciplinaire, et ainsi on pourrait enlever l'ennui que ressentent les élèves et les enseignants, et ça pourrait être un lieu beaucoup plus agréable à vivre pour tout le monde en réalité. Si vous aviez Ce serait propice à l'apprentissage en plus. Parce qu'on sait que quand on ne voit pas le temps passer, c'est qu'on est captivé, c'est qu'on est impliqué, c'est qu'il y a de l'interaction. On est vraiment en méthode active, alors que c'est vrai que si on est trop en méthode affirmative et que c'est l'enseignant ou le parent qui explique, mais sans permettre la démonstration, sans permettre l'expérience à l'enfant, c'est plus difficile, quoi. C'est comme dans ton émission, on ne voit pas le temps passer. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est l'heure de conclure. Malheureusement. Ah bon. Voilà. J'ai tendu la perche alors. Ah ouais, vraiment. Chers amis, on va faire une belle conclusion puisqu'on a 1 minute. Si vous avez dans chaque cahier des problèmes, et des problèmes dans le sac à dos, et que vous portez ces problèmes depuis l'enfance, et qu'une fois arrivé à l'âge adulte, vous avez les mêmes problèmes sur le dos que vous êtes en train de porter dans un monde où vous vous dites il n'y a pas de solution, eh bien, il est peut-être temps d'envisager d'autres voies. C'est ce qu'on vient d'explorer dans cette émission, et je souhaite qu'on puisse le nourrir et le grandir avec vous, parce que là où ta liberté grandit, ma liberté grandit aussi.
À 3, on chante. 1, 2, 3.